Bismillahirrahmanirrahim. Dans un vidéo précédent, nous avons vu les caractéristiques physiques du sol. Alors, nous avons vu que la structure et la texture du sol, il régit leur porosité et par conséquent la circulation de l'eau et des sels minéraux. Alors, dans ce cours, nous allons voir les caractéristiques chimiques du sol. Alors, les caractéristiques chimiques du sol, ils correspondent aux teneurs et aux disponibilités des éléments nutritifs pour les plantes. Alors, ces éléments nutritifs, ou bien leur disponibilité, leur teneur, va être liée aux paramètres chimiques du sol. Et donc, parmi ces paramètres, on va commencer par le complexe adsorbant. Donc, nous avons dit que la teneur et la disponibilité des éléments nutritifs sont liés aux caractéristiques chimiques du sol, à savoir le complexe adsorbant, le pH, les éléments, la teneur en éléments nutritifs et la salinité. Alors, dans ce cours, nous allons voir le premier point qui est le complexe absorbant. Le complexe absorbant sera traité donc sera traité une introduction au complexe absorbant, les colloïdes et la flocculation, l'absorption et les échanges des cations, l'absorption et les échanges des anions, les caractéristiques qui sont liées à l'absorption, à savoir la capacité d'échange cationique, la somme des bases échangeables et le taux de saturation. Et enfin, une petite conclusion. Donc, introduction au complexe adsorbant du sol. Le sol possède la propriété de retenir diverses substances. En effet, les cations, qui sont donc des ions chargés positivement, et les anions, des ions chargés négativement, peuvent être retenus par le complexe adsorbant du sol, c'est-à-dire l'ensemble des colloïdes formés par des substances humiques et des argiles dotées de charges négatives. Parfois, quelques charges positives. Les ions, ils sont retenus, donc ils sont retenus dans le complexe adsorbant sous forme échangeable. En d'autres termes, si on traite le sol par une solution qui contient des ions différents de ceux retenus par le sol, il y aura un échange entre les ions du complexe adsorbant et ceux de la solution. Exemple ici, vous avez le complexe M+, plus les cations X+. Vous obtenez le complexe X+, plus les cations M+. C'est-à-dire ici, vous avez en présence des cations X+, les ions M+ sont donc cédés et les ions X+, ils prennent leur place. Et à l'inverse, vous pouvez avoir le complexe X+ qui cède les cations X+ en faveur des cations M+. Donc, vous avez l'absorption ionique dans le sol, il peut être considéré comme réversible. Les ions échangeables du complexe adsorbant sont en équilibre avec la solution du sol. Si il y a une modification de la composition de la solution du sol, ça va provoquer un changement de cet équilibre par échange. Donc, certains ions du complexe, ils passent en solution, c'est la désorption. Et quand ils sont remplacés par d'autres ions qui étaient auparavant en solution, c'est l'adsorption. Nous avons ici une figure du complexe adsorbant qui a été tirée de Saltner en 1992, donc c'est un peu ancien. Dans cette figure, nous avons ici représenté il a été représenté le complexe argilo-humique, qui est formé par un mélange d'argile et d'humus qui enrobe les grains de sable et de limon. Ce complexe argilo-humique se trouve dans une solution du sol qui est formée par l'eau et des éléments minéraux qui sont dissous dans cette eau, dans ceux qui sont solubles. Alors, pour faciliter l'étude physico-chimique du sol, on peut également représenter ici le complexe argilo-humique sous forme, il a été donc représenté sous forme d'une boule
chargé négativement à sa surface et il se trouve dans une solution du sol qui contient des cations et des anions. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici à partir de cette représentation? On peut définir le pouvoir adsorbant, qui est quoi? Qui est la propriété que possède le complexe argilo-humique à retenir à sa surface des cations qui proviennent de la solution du sol. Vous voyez ici, vous avez le complexe argilo-humique et à sa surface, vous avez des cations. Ici, on a du calcium, des ions hydrogène, du sodium. Vous avez du magnésium et il y a des potassiums, etc. Donc, les charges, les anions chargés négativement, ils sont repoussés. Ce sont les cations chargées positivement qui sont attirées électrostatiquement vers les charges négatives du complexe argilo-humique. C'est ainsi donc que le complexe adsorbant, ici dans le complexe adsorbant, il n'y a pas une liaison forte, mais une liaison électrostatique. Donc, le complexe adsorbant du sol, c'est les colloïdes du sol et leur floculation. Les plantes, ils tirent du sol l'eau et les sels minéraux qui leur sont nécessaires. Les racines, ils vont absorber les éléments minéraux sous forme d'ions, soit à partir de la solution du sol, qu'ils soient libres, ou bien piégés dans des complexes organiques ou des colloïdes du sol qui sont les complexes argilo-humiques. Donc, la plante, il va tirer ces éléments nutritifs à partir de la solution du sol ou bien à partir du complexe argilo-humique qui représente le réservoir des minéraux au niveau du sol. Alors, qu'est-ce qu'un colloïde? La notion de colloïde, c'est la dispersion totale d'un solide, ici ce sont les particules du sol, dans un liquide, ici c'est l'eau, dans le sol c'est l'eau, comme il peut être lié à la dispersion des corps dans les trois états, c'est-à-dire soit l'état gazeux, soit liquide, soit solide. Donc l'état colloïde, c'est un état intermédiaire entre la solution vraie et la suspension. Donc, le colloïde, c'est l'état intermédiaire entre la solution où vous trouvez le soluté, les éléments, c'est-à-dire les particules au niveau de la solution, ils sont dissous totalement. La suspension, vous avez des particules de petite dimension dans un liquide. Mais en ce qui concerne la colloïde, ils ne sont pas dissous totalement. Mais les particules ne sont pas des petites particules, mais ce sont des particules de grande taille. Donc, les colloïdes possèdent des propriétés particulières différentes de la solution et différentes de la suspension. Par exemple, dans les substances, bien les particules qui se trouvent dans les colloïdes ne sont pas, si vous faites une filtration, ils vont être filtrés, mais par dialyse, ils ne passent pas. Par contre, au niveau de la solution et de la suspension, ils peuvent passer par filtration et par dialyse. Donc, ici, l'état colloïdal, c'est l'état où se trouve le complexe argilo-humique dans un liquide. Vous avez ici donc la formation des colloïdes. Dans le complexe argilo-humique, vous avez les minéraux qui donc se forment par altération et décomposition. Et nous avons également les débris de matière organique après humification, ils forment l'humus. Donc, on a des macromolécules de 0,2 à 0,002 micromètres qui sont formées par des parties, donc des macromolécules de matière organique et des minéraux qui forment le complexe argilo-humique. Donc, il se trouve sous forme colloïdale. Parce que donc vous avez les formes colloïdales se trouvent soit dans un solide ou dans un gaz, mais ici dans le sol, des colloïdes se trouvent dans un état liquide, se trouvent dans un liquide dans le sol. Donc les argiles et l'humus, ce sont donc des particules de minéraux, de matière organique et de humus qui se trouvent dans un liquide. Ce sont donc des macromolécules et ils forment on va voir qu'ils forment ce qu'on appelle, ils se forment par floculation. Donc la floculation, il va donner des particules au niveau du sol. Donc ils vont floculer grâce au calcium. Nous allons voir ça.
floculation au niveau du complexe adsorbant du sol. Les colloïdes peuvent être dispersés ou bien floculés. Les micelles des colloïdes sont entourés d'une couche dense de charge électrique négative pour l'argile et l'humus. L'expérience de floculation des colloïdes montre que si l'on introduit dans le liquide qui contient les colloïdes des cations calcium, on neutralise les charges négatives. On permet ainsi la floculation ou bien la précipitation des micelles. Dans le sol, des colloïdes argileux dispersés sont incapables de maintenir soudés des agrégats terreux. La structure du sol se dégrade sous l'effet de la pluie. On dit qu'il est instable. Le sol devient donc compact et asphyxiant. En revanche, des colloïdes argileux floculés ne se mélangent pas avec de l'eau et ils gardent des micelles agglutinées. Cela maintient soudés les agrégats terreux. La structure du sol dans ce cas-là résiste aux effets dégradants de la pluie, il est stable et le sol reste aéré et favorable à la nutrition végétale. Donc, comme vous voyez ici, les colloïdes argileux sous forme floculée, ils sont importants pour retenir l'eau et les sels minéraux. Et donc, cette structure de floculation est possible en présence des cations de type calcium. Donc, on va voir ceci. Donc, ici, on a une représentation schématique de la dispersion et de la floculation des micelles colloïdales dans un liquide. Donc, à droite, vous avez la floculation et à gauche, vous avez la dispersion. En présence de l'eau, les micelles colloïdales, ici formées par cette boule-là chargée négativement. Donc, les micelles colloïdales, si on a plusieurs ici, plusieurs micelles colloïdales, ils sont dispersés. En présence des ions calcium, les micelles, ils sont floculés. Ils précipitent, ils sont neutralisés, ils floculent. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le micelle colloïdale chargé négativement. Donc, en présence de l'eau, donc on remarque que vous avez des charges positives et négatives dans la solution du sol. Les charges positives, ils sont absorbés, mais de façon lâche et de façon donc de plus en plus lâche si on s'éloigne. Et de telle manière, vous avez les charges négatives se repoussent, du micelle se repousse et il ne peut floculer. Par contre, ici à ma droite, nous avons donc en présence des ions calcium, vous avez les micelles là, ils attirent les charges positives et donc à leur surface, et ces charges sont attirées, ils neutralisent les charges négatives. Ils neutralisent les charges négatives et donc et on a la floculation de ces particules au niveau du sol. Donc ils floculent en présence du calcium, en présence de l'eau, se dispersent, pardon. Donc, l'argile à l'état dispersé donne dans l'eau un trouble permanent qui ne se dépose pas. Ce trouble est dû aux charges électriques de même signe entourant les micelles d'argile. Celles-ci se repoussant sans cesse ne peuvent se déposer. Par contre, si on ajoute ici du calcium à cette argile, des sels de calcium, l'argile flocule. Donc, l'argile à l'état floculé et se dépose au fond. Se séparant de l'eau, il devient limpide. Cette précipitation vient de la neutralisation des charges négatives des micelles d'argile par les charges positives des ions calcium. Vous voyez donc ici l'état dispersé des micelles en présence de l'eau. Donc ici, on n'a pas de floculation. Et là, vous avez la floculation des colloïdes, des micelles colloïdales en présence du sel de calcium. Donc, par conséquent, dans le sol, l'argile dispersée cherche à refermer avec l'eau un mélange homogène. Il est incapable de maintenir soudés les agrégats terreux. La structure se dégrade sous l'effet de la pluie. On dit qu'il est instable. Le sol devient compact et asphyxiant. Ici, comme vous voyez, il n'y a pas de floculation. Donc, vous avez de l'argile dispersée et du sable lavé.
Par contre, dans le sol, l'argile flocculée ne se remet pas en mélange avec l'eau, mais garde ses micelles agglutinés. Il maintient soudés les agrégats terreux, la structure résiste aux effets dégradants de la pluie, elle est stable et le sol, il reste aéré et meuble, comme vous voyez donc ici, un sol, un argile floculé avec des agrégats solides, donc qui résistent aux pluies. Donc, la formation des agrégats, après donc la flocculation des colloïdes, vous avez la formation des agrégats. Et nous avons dit que le sol qui forme des agrégats, c'est le plus intéressant pour l'absorption des nutriments à partir de la plante. Donc, formation des agrégats, vous avez trois mécanismes sont à l'origine de la formation des agrégats. La flocculation des colloïdes électronégatives, il se fait donc en présence des cations floculants comme le calcium, l'aluminium et le magnésium. La cimentation des constituants, donc particules flocculées et éléments squelettiques, cimentation due à la présence de matières organiques, de minéraux argileux, de fer, de calcaire, de silice. Et l'activité biologique joue également un rôle important dans la cimentation des constituants entre eux et dans la formation des complexes organominéraux. Vous avez troisième mécanisme, la fissuration, la formation des fentes de retrait lors de l'alternance des périodes sèches et humides, qui isole les unités structurales qui vont former des faces à arêtes vifs, dont par exemple la structure anguleuse. La fissuration est d'autant plus développée que le sol est plus argileux et que les argiles du sol sont de type gonflant. La dimension des unités est en rapport avec la teneur en argile. S'il est élevé, il se forme des prismes de grande dimension isolés par des fentes de retrait. Donc, vous avez ici trois mécanismes qui sont à l'origine de la formation des agrégats au niveau du sol. Donc, on va poursuivre le complexe absorbant du sol. Deuxième point, c'est l'absorption et les échanges des cations. Donc, nous avons vu que l'absorption, c'est le processus par lequel une substance est absorbée sur une autre, sur ou bien dans une autre substance. Cette absorption résulte de l'action de molécules de gaz ou bien de liquide mis en contact avec un matériau solide et qui adhère à sa surface, c'est l'absorption. Donc ici, avec le complexe argilo-humique, nous avons l'absorption. Ou s'incorporant dans la totalité de son volume, vous avez l'absorption. Et donc, c'est le cas, par exemple, des racines. Donc, les racines, ils absorbent l'eau et les sels minéraux. Et donc, au niveau du complexe, on a une absorption des cations. Leurs principaux facteurs réglant l'intensité des phénomènes d'absorption et d'échange des cations. Petit a, la nature des colloïdes. Alors, le tableau suivant, il donne la capacité d'absorption des principaux colloïdes négatifs à pH 7. Donc, ici, on a des colloïdes négatifs et ici, nous avons leur capacité d'absorption en milli-équivalent par 100 grammes de sol. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6. Ici, on a 6 types du sol qui sont minéraux. Et le dernier, par comparaison, c'est de la matière organique. Donc, on remarque que les sols à base de ces minéraux, ils ont des capacités d'absorption inférieures à la matière organique qui a la capacité d'absorption maximale de 100 à 450. Donc ici, qui dit capacité d'absorption dit la quantité de charge négative. Donc on constate que le kaolinite, il a la capacité d'absorption la plus faible, suivi du halloïsite, suivi de montmorillonite, suivi de l'élite, suivi du chlorite et le vermiculite. Le vermiculite, il a une capacité d'absorption, il est importante. Donc, quand vous voyez ici que la capacité d'absorption, ça dépend de la nature des colloïdes. Alors, la matière minérale, il a une capacité d'absorption inférieure à la matière organique, comme vous constatez ici. Alors,
Donc, on a dit que la capacité d'absorption dépend de la nature du colloïde, mais pour un même colloïde, les valeurs des charges négatives, c'est-à-dire de la capacité d'absorption, ils dépendent également du pH. Alors, ici, nous avons un tableau où vous avez les valeurs de la chaux vive ou bien CaO absorbée en milli-équivalent par 100 grammes par 100 grammes d'argile en fonction du pH. Donc ici, la quantité du calcium qui est absorbée au niveau des sites négatifs d'argile en fonction du pH. Qu'est-ce qu'on remarque? Depuis le pH basique le pH acide jusqu'à le pH basique, on constate que les valeurs du calcium absorbé, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente. Donc, plus le pH il est basique, plus la quantité de calcium absorbé au niveau de l'argile augmente. Donc, ça veut dire ici que on a l'augmentation des valeurs du pH qui se traduit par une augmentation des charges négatives. Inversement, l'acidification du sol se traduit par une diminution de l'absorption cationique. Alors, deuxième facteur qui règle l'intensité des phénomènes d'absorption et des échanges de cation, nous avons vu la nature des colloïdes, B, la nature des ions. Alors, la fixation des ions la fixation des ions sur le complexe adsorbant suit un ordre préférentiel. Les cations habituellement fixés sur le complexe sont les ions protons, deuxièmement, les cations métalliques. Et parmi les cations métalliques, nous avons certains sont fixés en quantité importante, comme le calcium, le magnésium et le potassium, et d'autres ils sont fixés en quantité généralement plus limitée. Par exemple, vous avez l'ion ammonium, les oligoéléments comme le manganèse, le zinc et le cuivre, le fer, ferreux et le fer ferrique, l'aluminium. L'intensité avec laquelle ces ions sont retenus est en général la suivante. Les anions, vous avez donc les anions, certains vont se trouver sous forme des anions moléculaires, d'autres, par exemple SO4-, le fluor sous forme d'anions atomiques. Donc certains ils vont se trouver à l'état moléculaire. Donc les anions sont retenus suivant l'ordre de préférentiel suivant. Vous avez les sulfates, le fluor, les nitrates, le chlore et le brome. En ce qui concerne les cations, sous forme ici décroissant, vous avez le lithium, le sodium, le magnésium, le calcium, le barium, l'aluminium et l'hydrogène. Donc ici, nous allons voir en ce qui concerne les cations, pourquoi cet ordre-là. Donc un cation est donc déplaçable par tous ceux qui sont situés à sa droite. C'est-à-dire, pour une même quantité, par exemple, si on prend le cas du calcium et de l'hydrogène, pour une même concentration, dans le complexe, celui qui va être préférentiellement fixé, c'est l'hydrogène, en présence du calcium. Si on prend par exemple le magnésium et le calcium, à égale concentration, le calcium il va être fixé de préférentiel sur le complexe plutôt que le magnésium. Donc, cet ordre de préférence, il est différent pour chaque type d'argile et pour l'humus. On va voir ça. Donc, nous avons vu qu'il y a un ordre préférentiel de fixation des cations. Donc, vous avez des cations bivalents et des cations monovalents. Alors, cet ordre préférentiel de fixation d'une grande importance pédologique, il peut s'expliquer comme suit. Alors, ici, donc nous avons le complexe argilo-humique. Et là, vous avez des cations bivalents.
et leur degré d'hydratation. Donc, on a ici la fixation des cations en fonction, vous avez la valence et le degré d'hydratation. La valence, vous avez des cations bivalents comme le magnésium et le calcium, et les cations monovalents comme le potassium et le sodium. Alors, nous avons le magnésium Mg de plus, le calcium Ca de plus. Le potassium, nous avons une seule charge, K+, et le sodium, vous avez Na+. Degré d'hydratation. Le degré d'hydratation, vous avez ici, cette couche blanche représente le degré d'hydratation. Donc, le calcium et le magnésium, ils ont un degré d'hydratation moins important que le potassium et le sodium ici. Ici, l'intensité de fixation représentée par cette flèche. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Les cations bivalents, ils ont une intensité de fixation plus importante que les cations monovalents, d'une part. D'autre part, les cations qui ont une faible couche d'hydratation, comme ici le calcium et le magnésium, ils sont fixés, de façon plus forte que c'est-à-dire ceux qui sont faiblement hydratés, ils sont mieux fixés que les ions qui sont fortement hydratés, comme ici vous avez le potassium et le sodium. Donc, en synthèse, les cations bivalents, ils sont mieux fixés, mieux absorbés que les monovalents. Si on trouve une concentration équivalente des cations bivalents par rapport aux monovalents, ce sont les bivalents qui vont être de préférentiel fixés au complexe par rapport aux monovalents. Donc, on va voir les mécanismes de l'échange des cations. Donc, on va donner deux exemples de ces échanges de cations. Premier exemple, c'est le remplacement des ions protons par des cations, calcium. Alors, lorsque l'on introduit de la chaux dans un sol, le CaOH2, les molécules se dissocient. Donc, CaCH2 va dissocier, il va donner du calcium, les cations Ca2+, et les anions 2OH-. La concentration donc des ions calcium, il augmente dans la solution du sol et cette concentration se communique au complexe. Si on a par exemple le complexe argilo-humique garni d'ions protons, un cation calcium, il va prendre la place de deux ions H+, qui se combinent aux anions OH- apportés par la chaux pour former de l'eau. Donc on a le complexe H+, plus les cations calcium, plus 2OH-, ça va donner le complexe Ca2+, plus H2O. Donc, on a un remplacement ici des ions H+, par le calcium. Donc, on va voir ça dans la figure. Deuxième exemple, on a un échange des cations calcium contre les cations potassium. Donc, si dans un sol enrichi en calcium par le chaulage, on introduit du chlorure de potassium, le KCl, qui représente l'engrais potassique, ce sel, il se dissout. Et puis se dissocie en anion Cl- et cation K+. Alors, ces derniers, ils augmentent la concentration en ion K+ de la solution. Donc, ce qui provoque un échange avec le complexe. Ils prennent sur celui-ci la place des ions calcium à raison de 2 K+ pour 1 Ca2+. Alors, ces cations calcium remis en solution, ils forment avec les anions Cl- du CaCl2. C'est un sel soluble qui peut être lessivé. Donc, cet apport d'engrais potassique, il a provoqué une décalcification du calcium. C'est l'action décalcifiante des engrais potassiques. Alors, nous allons voir ce que nous avons dit ici. Donc, on revoit ce qu'on a dit dans ces deux figures. Donc, on a dit que le mécanisme de l'échange des cations se fera soit par le remplacement des ions protons par des ions calcium ou bien
échange des ions calcium par des ions potassium. Alors ici, dans le cas on va voir dans le cas de la fertilité du sol, si vous avez un pH acide, on peut choler le sol pour diminuer c'est-à-dire pour diminuer son acidité, pour augmenter son pH. Et dans le cas des engrais, par exemple ici du KCl, si un sol est pauvre en potassium, on peut ajouter des sels de potassium. Alors, qu'est-ce qui arrive si on chauffe le sol ou bien si on ajoute un engrais potassique? Donc, dans le premier cas, lorsqu'on chauffe le sol, c'est-à-dire on ajoute de la chaux, il va y avoir donc formation des hydroxydes d'oxygène OH- et du calcium. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit normalement on a un équilibre dans le sol, entre le complexe et la solution du sol. Mais lorsqu'on ajoute ici, par exemple, on va prendre ici le complexe argilo-hémique dans lequel s'est fixé les protons. Alors, lorsqu'on ajoute du calcium, on rompt l'équilibre qui existe. C'est-à-dire, on a plus de calcium dans la solution que du calcium qui existe fixé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a un échange de ces deux cations. Le calcium, on a le calcium qui va se fixer dans le complexe contre deux protons qui vont passer dans la solution du sol. Donc, on a un complexe qui va être riche en calcium et les protons échangés contre les protons. Donc, un cation de calcium contre deux cations de protons. Il va y avoir donc passage du proton dans la solution du sol et neutralisation avec l'hydroxyde d'oxygène, formation de l'eau. Donc, il va y avoir une neutralisation des ions protons qui va baisser l'acidité du sol, donc le pH il augmente. Et les amendements donc altères, ils permettent ainsi de lutter contre l'acidité du sol de cette manière-là. Alors, donc il y a un remplacement des ions H+ par des ions calcium. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas lorsqu'on ajoute de l'engrais potassique dans le sol? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a un équilibre. Donc ici, on va partir de quoi? On va partir d'un complexe qui a fixé des ions calcium à sa surface. Il n'a pas fixé, mais il a retenu. Il retient les ions calcium à sa surface. Alors, lorsqu'on ajoute le KCl, il va donc y avoir des cations K+, et des anions Cl-. Donc, on a une quantité importante du potassium, des cations potassiques dans la solution du sol. Et donc, pour rééquilibrer cette quantité avec le complexe, il va y avoir échange avec les ions calcium. Donc, puisque les ions calcium, on a une valence, ils sont bivalents, pardon. On a donc un cation du calcium qui passe dans la solution, il va être échangé contre deux cations de potassium. Et donc, le calcium, il va passer dans la solution du sol. Le potassium, il va être retenu par le complexe argilo-humique. Il va être échangé. Et donc, le calcium, il va former avec le Cl-, le CaCl2, le sel. Donc, ce sel-là, il est soluble dans l'eau. Il va être exposé au lessivage. Donc, il va être perdu par la solution du sol. Et donc, on a du calcium qui est perdu. Dans ce cas-là, on a une action décalcifiante du sol. Alors, si le sol il va être pauvre en calcium, dans ce cas-là, il sera nécessaire de recharger régulièrement le sol en calcium. Donc ici, dans ce cas-là, lorsqu'on a ajouté du KCl, donc on a enrichi la solution avec du potassium et donc on a appauvri la solution avec du calcium. On a échangé le potassium contre le calcium. Donc c'est ça ce qui arrive comme mécanisme d'échange des cations. Donc, dans un sol, il y a toujours un équilibre pour un cation donné, entre les cations libres dans la solution et ceux qui sont fixés dans le complexe. Alors ici, on a représenté trois cas.
Vous avez ici le complexe adsorbant argilo-humique dans lequel sont retenus les ions calcium. Il est en équilibre avec la solution du sol où vous avez du calcium également. Donc, on a pris ici l'exemple du calcium comme cation. Alors, cet équilibre qui existe dans le sol entre le complexe et la solution du sol, il peut être déplacé dans deux sens. Toute absorption d'ions par les racines ou tout entraînement des ions par les lessivage, il oblige le complexe à restituer des ions à la solution du sol. Donc, vous voyez ici, vous avez des racines qui peuvent absorber le calcium. Et le calcium, si il est lessivé, la solution du sol, il va être appauvri en calcium. Et dans ce cas-là, il y a des ions calcium qui vont être libérés dans la solution du sol. Au contraire, tout apport d'ions à la solution du sol par les engrais et par les amendements, il permet au complexe de s'enrichir en ions provenant de la solution du sol. Ici, nous avons un apport des ions calcium. Et comme vous voyez, tout apport, vous avez un excès des ions calcium. Et dans ce cas-là, il va enrichir le complexe en ions calcium. Donc, comme vous voyez, si on enrichit la solution du sol, il va enrichir le complexe. Et si le complexe il est enrichi, il va enrichir la plante. Donc, c'est ça en ce qui concerne les mécanismes de l'échange des cations. On va voir par la suite, je crois que la vidéo il est un peu lente. Je vais continuer dans une autre vidéo avec, nous allons traiter les points des échanges entre le complexe et les anions. Et également, nous allons voir les caractéristiques liées à l'absorption du sol. Nous allons voir donc la capacité d'échange cationique et le taux de saturation.